à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau topo avec ConfTube. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de neurologie et on va discuter ensemble de la paralysie faciale. Donc, c'est un item que vous pourrez retrouver dans le collège de neurologie, mais aussi dans le collège d'ORL. Je pense que c'est intéressant de confronter les deux versants, pardon. Aujourd'hui, on va s'attacher à expliquer un petit peu la physiopathologie et la neuroanatomie du nerf facial et de la paralysie faciale plus globalement. Je pense que pour les étiologies, vous pourrez les retrouver dans le collège, ce sera mieux expliqué. Tout d'abord, un petit peu de neuroanatomie. Donc le premier neurone qui ensuite pourra donner le nerf facial, il est situé au niveau du lobule rholandique, donc aussi appelé opercule, c'est pour ça qu'on parle de neurones operculaires. Ces neurones sont situés au niveau fronto-pariétal inférieur, donc vous les retrouvez ici, donc à ce niveau-là du système nerveux central. Ces neurones sont vascularisés par l'artère cérébrale moyenne et correspondent à un territoire vasculaire qui est le sylvien superficiel. Donc on en rediscutera un petit peu plus tard quand on parlera de la paralysie faciale centrale notamment. Par la suite, ces neurones operculaires se projettent sur des noyaux qui sont situés au niveau du tronc cérébral, donc dans le pont, et au niveau plus précisément de la protubérance inférieure. Donc le noyau du nerf facial est séparé en deux parties, donc il y a un noyau supérieur et un noyau inférieur. Le noyau supérieur va recevoir deux afférences, une homolatérale, donc ici on a le noyau, ici on aura l'afférence homolatérale, ici l'afférence contralatérale. Ça c'est très important pour comprendre ensuite la symptomatologie de la paralysie faciale centrale. Et au niveau du noyau inférieur, il y aura seulement une afférence contralatérale, donc ici par exemple. Ces deux noyaux, donc supérieur et inférieur, se rejoignent pour former le nerf facial, donc c'est le numéro 7, qui est principalement moteur et qui va innerver la face. Donc on va en discuter un petit peu plus tard. Encore un petit peu de neuroanatomie, donc je vous ai remis ici un schéma un petit peu plus général, donc on voit très bien les neurones operculaires ici et ici, qui vont donc se projeter sur les noyaux du nerf 7, ensuite qui donne donc ce nerf facial, la portion intrapétreuse dont vous avez le zoom donc ici, et ensuite qui continue son trajet jusque dans la face en passant par la parotide, donc la branche supérieure et la branche inférieure. C'est intéressant de regarder un petit peu l'image que vous avez à votre droite, donc qui zoome un petit peu sur la portion intrapétreuse du nerf 7. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a donc trois parties, donc une partie labyrinthique, une partie tympanique et une partie mastoïdienne. Donc c'est un nerf qui a des contacts très étroits avec l'oreille moyenne notamment. Donc on voit ici par exemple l'étrier, etc. Le nerf 7 va cheminer dans cette portion intrapétreuse en compagnie du nerf 8, donc le nerf cochléo-vestibulaire, mais aussi du nerf intermédiaire, donc c'est ce qui est marqué ici, le nerf intermédiaire qui en fait partie du nerf 7 et qui est schématiquement ici dissocié. Je vous ai donc fait un schéma de cette portion intrapétreuse afin de bien comprendre les différentes branches collatérales du nerf facial, notamment le nerf grand pétreux, le nerf du muscle stapédien qui émerge juste après le coude et la corde du tympan qui émerge juste après le nerf du muscle stapédien. En effet, ce sera intéressant en termes de symptomatologie, on verra les fonctions de ces collatérales un petit peu plus tard. Je veux juste vous parler rapidement de la corde du tympan qui, comme son nom ne l'indique pas, va véhiculer les fonctions gustatives et la fonction végétative avec la sécrétion salivaire du nerf facial. Sur ce schéma, les deux points très intéressants à noter, c'est le ganglion géniculé et le coude qui forment en fait les limitations des trois parties. Donc le genou va marquer la fin de la portion labyrinthique et le coude va marquer la fin de la portion tympanique. En aval du coude, ce sera la portion mastoïdienne qui débute et qui se termine, elle, au niveau du foramen stylomastoïdien. Ensuite, on a donc le nerf 7 extracrânien qui se dirige vers la parotide. Et au niveau de la parotide, il va lui-même se diviser en deux branches, généralement une branche supérieure et une branche inférieure, qui elles-mêmes donneront des rameaux. Par exemple, pour la branche supérieure, des rameaux zygomatiques et temporaux, et pour la branche inférieure, des rameaux buccaux et cervicaux. Les fonctions du nerf facial. Donc, comme je vous le disais, une fonction principalement motrice, avec le muscle stapédien, les muscles possiers du cou et de la face, donc principalement pour la mimique, et le muscle orbiculaire des paupières. Une fonction sensitive relativement accessoire, donc on appelle ça la zone de Ramsay-Hunt, vous en avez déjà entendu parler peut-être dans les zonas.
et qui correspond en fait à la conque de l'oreille, c'est-à-dire cette portion-là. Voilà. Donc parfois, vous pouvez avoir une éruption vésiculeuse dans un zona du ganglion géniculé, par exemple. Une fonction sensorielle qui correspond aux 2 tiers antérieurs de l'hémilangue, qui est donc véhiculée par la corde du tympan, comme je vous l'expliquais. Et enfin, une fonction végétative, avec notamment la sécrétion lacrymale qui, elle, est véhiculée par le nerf grand pétreux, donc on a vu qui sort au niveau du ganglion géniculé, et la sécrétion salivaire, elle aussi médiée par la corde du tympan. On va attaquer un petit peu avec la paralysie faciale centrale, donc la physiopathologie, la symptomatologie. Donc la paralysie faciale centrale, en fait, ça correspond à une lésion qui est hémisphérique, donc notamment, principalement un AVC sylvien superficiel, donc on a vu le territoire vasculaire tout à l'heure. Donc en fait, c'est une lésion qui survient au niveau hémisphérique et qui va empêcher la communication entre le premier neurone operculaire et le noyau. Quelle symptomatologie on va avoir? Eh bien, ce serait une atteinte qui sera exclusivement inférieure. Pourquoi? Parce qu'on a la projection bilatérale des neurones operculaires, donc sur le noyau central, sur le noyau supérieur. Du coup, on va se retrouver avec une symptomatologie qui sera préservée au niveau supérieur de la face, donc, comme on le voit ici. Hop. Au niveau supérieur de la face, ce sera préservé parce qu'on a la projection bilatérale. Voilà. Alors qu'au niveau inférieur, on a une projection qui est simplement contralatérale, et donc on n'a pas de compensation, si vous voulez. Du coup, en termes de clinique, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un effacement du pli nasogénien, une chute de la commission labiale, l'impossibilité de siffler ou de gonfler les joues, une attraction de la bouche côté sein, attention, et enfin une dissociation automatico-volontaire. En fait, ça correspond à, si vous demandez à votre patient d'effectuer une grimace, la paralysie faciale sera très marquée. En revanche, si c'est sur un fonctionnement automatique, par exemple le rire, la paralysie faciale sera beaucoup moins importante. C'est fréquemment associé à une hémiplégie, on comprend aisément, parce que c'est une atteinte hémisphérique. Pour la paralysie faciale périphérique, c'est un tout autre mécanisme. On a une lésion directement au niveau du nerf facial, donc on aura une atteinte faciale supérieure et inférieure, parce qu'on a une atteinte globale du nerf. On n'est pas au niveau hémisphérique. Du coup, on pourra avoir un signe de Charles-Bell au niveau supérieur, qui correspond en fait à une inocclusion palpébrale du côté de la paralysie faciale, avec une révulsion du globe oculaire vers le haut, ce qui laisse apparaître, donc, on le voit très bien ici, une partie de blanc. Le signe des cils de Sook, qui est l'équivalent du signe de Charles-Bell, mais sur une paralysie faciale un petit peu moins marquée, en fait, on a l'impression que les cils sont plus longs, du côté de la paralysie faciale. Ces deux signes correspondent donc à la lagophthalmie, ce qui veut dire inocclusion palpébrale, en fait. On aura aussi un effacement des rides du front, un réflexe cornéen aboli, mais attention, la sensibilité cornéenne, elle, sera préservée parce qu'elle est médiée par le nerf trijumeau, donc le nerf 5. Alors qu'en fait, le réflexe cornéen, il est aboli parce qu'on a une atteinte du muscle orbiculaire qui donc est innervé par le nerf 7, donc le nerf facial. Pas de dissociation automatico-volontaire. En revanche, on peut retrouver, en fonction de la localisation de la lésion, une agueusie, une hyperacousie douloureuse, une xérophthalmie, c'est-à-dire une sécheresse oculaire, ou une xérostomie, c'est-à-dire une sécheresse buccale. En effet, vous comprenez très bien, donc le nerf grand pétreux qui va permettre de véhiculer la fonction de la sécrétion lacrymale. Si vous avez une lésion en amont, eh ben, cette fonction sera altérée. En revanche, si vous avez une lésion en aval, eh ben, cette fonction ne sera pas altérée, vu que la communication passe très bien à ce niveau-là. Et donc pour ces trois ou quatre notions, c'est intéressant de le noter. Du coup, on a des tests pour voir un petit peu si ces nerfs, donc ces collatérales, sont atteintes. Pour la xérophthalmie, le test le plus connu, c'est le test de Schirmer, qui consiste à mettre une bandelette au niveau du cul-de-sac lacrymal inférieur et de mesurer la sécrétion lacrymale. Si c'est moins de 5 mm en 5 minutes, c'est pathologique. Enfin, on va avoir d'autres études possibles, notamment la sécrétion salivaire ou du réflexe stapédien, et enfin donc la gustométrie pour la gueusie, mais c'est plus anecdotique. Enfin, la symptomatologie inférieure sera complètement identique à la paralysie faciale centrale. Donc ici, quelques images. On voit très bien l'effacement des rides du front, l'attraction de la bouche côté sein, la lagophthalmie. Je ne vais pas m'attarder sur les étiologies de la paralysie faciale. Je vous ai mis les principales, notamment la paralysie faciale affrigorée, donc qui est aussi appelée idiopathique. On ne sait pas trop à quoi c'est dû. Probablement un œdème au niveau du nerf dans sa portion intrapétreuse. On peut aussi avoir un traumatisme, une tumeur, une polyradiculanévrite aiguë, donc le syndrome de Guillain-Barré,
Sur le plan infectieux, la maladie de Lyme, qui est donc une borréliose, le VIH et le zona, dont je vous parlais tout à l'heure, avec parfois une éruption vésiculeuse dans la zone de Ramsay-Hunt. Le diabète, qui est la première cause métabolique de paralysie faciale périphérique, même si c'est moins fréquent que des lésions oculomotrices. La sarcoïdose, anecdotiquement, je vous le cite juste, le syndrome de Herford, qui associe donc un fébricule, une paralysie faciale périphérique, une parotidite et une uvéite. Je vous parle très rapidement du syndrome de Miller-Göbler, qui correspond en fait à un AVC protubérantiel avec une lésion directe des noyaux du tronc cérébral et donc des noyaux du nerf facial. On va retrouver donc une paralysie faciale de type périphérique, attention, même si on a une atteinte centrale anatomiquement, ce sera une paralysie faciale qui sera de type périphérique parce qu'on a une atteinte globale des noyaux supérieurs et inférieurs du 7. Donc cette paralysie faciale sera homolatérale à la lésion, parce qu'on n'a pas de décussation. En revanche, ce sera aussi associé à une hémiplégie contralatérale, parce que dans cette région-là, on va retrouver les fibres qui innervent la motricité des membres, notamment supérieurs et inférieurs. Et donc cette hémiplégie sera contralatérale parce qu'on a une décussation au niveau de la moelle. Et enfin, pour terminer, deux notions qui me semblaient intéressantes à avoir. La classification de House-Brackmann qui cote la sévérité de la paralysie faciale de 1 à 6, donc de normal à absence de mouvement complet. Et enfin, la manœuvre de Pierre-Marie Effoy qui, elle, permet le dépistage d'une paralysie faciale chez un patient comateux. En effet, via la compression donc douloureuse rétro-angulomandibulaire, on va permettre un rictus du patient qui démasquera une éventuelle paralysie faciale. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt.